l'occupation de la criée, ça a été une des questions, une des choses dont on voulait évidemment se parler, la question de la santé, de l'hôpital, très liée évidemment à la crise qui se passe en ce moment. Et Fabienne Orsi est venue nous rencontrer pour nous proposer d'échanger là-dessus. Peut-être tu peux présenter du coup les ateliers que vous faites, les conférences. Donc en fait, les ateliers dont tu fais référence, en fait, ça s'appelle les ateliers pour la refondation du service public hospitalier. Ça a été lancé l'année dernière, l'été dernier, enfin l'été 2020, on ne sait plus trop, à l'initiative en fait du collectif Interhôpitaux, du collectif Interurgence, des économistes atterrés, du Printemps de la psychiatrie et d'un autre collectif qui s'appelle les ateliers Travail Démocratie en fait. Et l'idée étant qu'on s'était rencontré un petit groupe en fait pendant le premier confinement et on s'était dit, parce que les mobilisations en tout cas de soignants, mais après je laisserai là, parce que moi je suis donc chercheuse, je suis économiste, donc j'étais l'une des initiatrices de ces ateliers. L'idée de ces ateliers étant d'ouvrir vraiment l'hôpital sur la cité et d'aller justement et d'aller au-delà de la question, la question uniquement de la question des soignants dans l'hôpital, mais en fait de poser la question de quel service public hospitalier on veut, y compris au-delà des murs de l'hôpital. Bon. Et donc on avait lancé cet appel avec l'idée que c'était le premier confinement. Bon, il y avait eu des mobilisations de soignants bien avant ici et là, et on se disait mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble parce que voilà, on est dans une situation où on ne peut plus être mobilisé, c'est compliqué. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était en train d'émerger, qui était que dans certains endroits, certains hôpitaux, malgré la crise, en fait, tout ce qui faisait contrainte au sein de l'hôpital, certaines contraintes liées au manque de moyens, liées à ce qu'on appelle la contrainte néo-managériale qui pressurise en fait les conditions de travail. Dans certains endroits, ce carcan-là sautait et laissait quelque part une certaine autonomie aux soignants, et certains ont pu se réorganiser d'une certaine manière et se réapproprier leur travail. Je dis dans certains endroits, et c'était un moment bien particulier de la période, parce que maintenant, bien évidemment, on est dans un autre temps. Et donc, on s'est dit, c'est peut-être un moment particulier pour justement travailler sur, effectivement, de quel hôpital on a envie. Qu'est-ce qu'il faut qui change, en fait, pour donner à l'hôpital toute sa fonction sociale, sa fonction soignante, et en même temps, quelle est la place du patient, quelle est la place de la démocratie sanitaire, et tout ça. Donc, on a lancé cet appel. L'idée étant de travailler sur des témoignages concrets, des initiatives concrètes, et ensuite de bâtir les ateliers autour de témoignages qu'on a présélectionnés, et ensuite de réfléchir par groupe et de faire monter en puissance les propositions qu'on peut faire. Donc l'appel, il a été lancé en juillet 2020, il a été signé par plusieurs autres collectifs et aussi par des personnalités. Ça a été publié dans Mediapart et depuis on a travaillé, on a formé un groupe de travail, on a fait un premier atelier à Montreuil en octobre 2020 et le deuxième atelier devait se faire à Marseille en janvier, mais à cause de la crise sanitaire on a dû le reporter et il se passera le 3 et 4 juillet à Marseille. Bon, on ne sait pas encore dans quel lieu et tout ça, mais enfin voilà, donc et voilà, donc je pourrais revenir dessus, parce que l'idée étant de faire à Marseille, de profiter d'être à Marseille pour essayer aussi, en complément de ce qu'on va faire vraiment dans le cœur des ateliers, d'essayer de voir de quelle manière on ne peut pas aussi faire des temps autour de mobilisation avec d'autres collectifs qui ne soient pas liés forcément aux soins, mais ça peut être très bien lié à la culture ou à d'autres. Voilà. Donc maintenant, je peux laisser la parole, parce que moi, je suis... Là, c'est pour les ateliers. C'est pas le tour. On fait le tour. Donc moi, je suis Soisy Beaumier, je suis médecin hospitalier et je fais partie du CIH à l'hôpital d'Aubagne et dans la région. Et donc en fait, le CIH, donc c'est un mouvement qui est parti il y a, on va dire, c'est parti par le collectif Interurgence qui a démarré en juin 2019. Donc bien avant la crise sanitaire, suite en fait à la pressurisation du système hospitalier depuis des décennies, on va dire que ça fait bien 20 ans, mais ça a commencé bien avant et ça fait 10 ans que ça devient extrêmement fatigant et pénible et insupportable de travailler dans les hôpitaux. Donc ça a démarré par les urgences et puis après il y a eu un petit effet boule de neige avec les autres services et donc il y a le collectif interhospitalier qui s'est monté pour essayer de changer un peu l'hôpital qui était déjà à l'abandon bien avant la crise et qui là ça s'arrange pas avec la crise sanitaire quoi. Donc je laisse peut-être un peu
Oui, moi je suis plutôt une pipelette, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Non, parce que c'est vrai que c'est très très complexe, je veux dire, la situation. Donc moi je suis Alain Rieux, je suis psychiatre hospitalier à Édouard-Toulouse, dans le collectif Interhôpitaux, et retraité depuis 15 jours. Du coup, du temps libre maintenant. Du coup, voilà, enfin je ne sais pas quoi faire, je vais dire, je suis un petit âgé. Et avec cette idée que oui, ça fait très très longtemps que je suis militant dans un syndicat de psychiatres ultra minoritaire. Et du coup, tout ce qui est dit là, c'est pas parce qu'on est des génies, c'était évident, c'est la politique managériale qui était là. C'est les années 80, c'était le management, nouveau management, là, je veux dire, dans l'administration et dans la fonction publique, le nouveau management de la fonction publique, c'était tout, c'était écrit par les quelques personnes qui s'intéressaient à la question. Et là, on touche du doigt. Nous, dans la santé, c'était la loi HPST, Hôpital Patient, Santé et Territoire. Et à l'époque, je veux dire, on avait dit, là, c'est cuit, les gars, je veux dire, on va être laminés, je veux dire. On se fait traiter, bien sûr, de Cassandre et compagnie. Le principe, c'est quand même que ça. La santé doit être rentable. Voilà. Qui, Après, par définition, est une aberration. C'est l'économie. C'est une entreprise. C'est l'hôpital entreprise. Et donc, moi, à l'époque, j'étais président de la commission médicale d'établissement, et j'ai dit que je refuserais les signifiants de l'entreprise. Et donc, quand c'est devenu justement la loi HPST, j'avais démissionné, donc ils n'ont pas voulu tout. Donc, le compromis, ça a été, on m'appelle président de la CME, mais je ne suis pas en tant que vice-président du directoire. Donc, On parle chinois. Oui, tu parles chinois. Oui, mais ça, je voulais dire beaucoup, donc je ralentis. Non, mais c'est parce que tout ça, pour faire en très très peu, je veux dire, le Covid est un accélérateur et un révélateur de ce qui se passe. Mais je veux dire, ça couvait depuis des années. Donc toute la question, c'est l'après-Covid, c'est pour ne pas revenir comme avant, voilà, je veux dire, parce que ça, c'est catastrophique. Et ce dont parlait Fabienne, ce moment qui a été, alors, il ne faut peut-être pas exagérer, mais sur le fait qu'on était content à un moment donné, c'est qu'on a retrouvé notre place de médecin, où les gens bossaient comme des ânes, enfin, je veux dire, très dur, mais c'était leur métier, quoi. Hein, c'est pas l'entreprise, l'hôpital. On fait ce métier par... c'est surtout qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Je veux dire, chacun était à sa place, je veux dire, les directeur médecins, devait aider les les soignants, médecins à soigner, c'est tout. donner les moyens aux soignants. Alors, pas tous les moyens, bien sûr, à un moment donné, là, on ne peut pas, etc. Mais voilà, respecter cet ordre-là. Et c'est vrai que ça a été un moment, ça qui a été intéressant. Avec beaucoup moins d'injonctions aussi venues, non à ce moment-là. On a été entendu. Et cette idée de pourquoi aussi je suis intéressé d'être là, parce que déjà à l'époque, bon, au niveau de la psychiatrie, je m'occupe aussi d'art et psychiatrie, etc. Enfin, je suis un peu intéressé par la culture, par rapport à la psychiatrie. Et j'avais rencontré donc le milieu culturel, je veux dire, et on s'est rendu compte, ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait, effectivement, mais nous c'est la même chose. On s'est rendu compte que nous on croyait qu'on était toujours brimés et tout ça, mais qu'ailleurs c'est pareil. Et d'où l'intérêt de se rencontrer et de se rendre compte qu'il y a des choses qui dépassent, quoi. Et qu'effectivement, le néolibéralisme, pour dire un mot, ça a des effets, d'où l'intérêt vraiment de se rencontrer. Et après, je m'arrête. En fait, la mise en place de ces techniques managériales et de l'idée que l'hôpital doit être rentable, ça c'est né dans les années 80. Parce que pour moi c'était associé vraiment à la période Sarkozy, mais c'était bien avant. C'est né, je crois, même sous Mitterrand. C'est sous Mitterrand. Sous Le deuxième Mitterrand. mandat de Mitterrand. Il y a eu tout un truc dans Mediapart qui était hyper bien fait sur l'histoire le début. Voilà, en gros, ils s'en rendent compte que là, peut-être tournant. l'économiste va parler parce que... Non, mais le grand tournant, c'est il y a eu, c'était toute une préparation à l'avance, mais il y a eu un grand tournant, c'est la loi de 2009 en fait. Bon, d'abord, il y a eu tout un avant, la tarification à l'activité au sein de l'hôpital qui date d'avant 2009, mais en 2009, il y a un grand tournant où il y a une nouvelle gouvernance de l'hôpital qui se met en place, de nouvelles pratiques managériales qui se mettent en place, effectivement, qui accentuent cette idée que l'hôpital doit être rentable au même titre que l'entreprise. Et ce n'est pas uniquement que des mots, c'est des techniques particulières qui viennent des entreprises, qui viennent du privé, en fait, et qu'on essaye d'appliquer à l'hôpital, mais en fait, ça donne des choses complètement aberrantes, quoi. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous faire un topo peut-être un peu simple aujourd'hui, peut-être en comparaison à le grand avant, comment fonctionne la direction d'un hôpital, qui rend des comptes à qui, qu'est-ce que c'est que la TAA, T2A. J'ai écouté Nicole Fioroni ce matin qui parlait de ça. Mais elle parle tellement vite qu'on a déjà... Mais peut-être faire un petit topo un peu... Qui décide à l'hôpital? On va dire que c'est le directeur de toute façon décide tout, mais les directeurs est soumis aux directives de l'ARS, l'Agence régionale de santé,
qui en gros est dirigé, à mon avis, plus par Bercy que par le ministre de la Santé. Et ça, typiquement, les agences régionales de santé, elles ont été créées en 2009. Après, je vais dire même que en fait, le problème, ça a été, en gros, avant 60... il y avait un numerus clausus, enfin, il n'y avait pas de numerus clausus avant. Puis, il y a eu... en gros, ils se sont aperçus qu'il y avait plein de médecins et qu'il fallait réduire l'offre pour réduire la demande. Sauf qu'on ne vend pas des tongs. Donc, en fait, on a réduit l'offre, mais la demande est toujours importante. Et ce qui est insupportable actuellement, c'est qu'en fait, le désert médical, c'est pas la Creuse, c'est la France. Donc, il n'y a plus du tout de médecins. Enfin, pas que les médecins d'ailleurs, hein, je pense. Que... Oui, mais pas que les médecins. Isabelle, les sages-femmes, je pense qu'elle peut dire. Mais on va dire que vraiment, les médecins actuellement, on n'arrive plus à recruter dans les hôpitaux du tout. Mais c'était une volonté. C'est une volonté, oui. C'est vraiment, ils ont dit, si on réduit l'offre, il n'y aura plus de demande. C'était en 1985 où ça a été décidé. Effectivement, c'était très simple. Alors, pour être très précis, le New Public Management, c'est les années 80. C'est là où ça, l'idée, la référence, c'est ça. Après, sur effectivement les médecins, je veux dire, l'idée, ça a été, pour diminuer le coût de la santé, il suffit de diminuer les prescripteurs de soins, qui sont les médecins, et ça va diminuer le coût de la santé. Qu'après, les gens seraient malades ou vieilliraient, c'était impossible à imaginer. Donc, je veux dire, c'était une volonté. Et quand on le disait, je me souviens, j'ai fait grève en 1984. Je veux dire, j'étais interne. C'est pas 1884 déjà. Donc, et on disait, mais écoutez, on n'a pas fait maths sup, hein, mais la pyramide des âges, tu sais combien il y en a qui rentrent, tu sais combien il y en a. On avait dit en 2020, il y aura 40% de psychiatres en moins. Comme de pédiatres. Oui, moi je parle d'un psychiatre, je suis désolé. Mais donc, ça a été organisé. C'était organisé. Alors dire ça, c'est pas pour dire c'est des Machiavel, etc. Ça veut dire que si ça a été organisé d'une façon, on peut l'organiser d'une autre façon. C'est un choix politique. C'est pas la fatalité qui est le discours actuel. Le discours actuel, c'est que c'est comme ça, on y croit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, d'autres modes d'organiser et de gérer l'hôpital sont possibles. Mais ce que je pense que c'est aussi pour ça que nous, on a créé les ateliers, c'est qu'on n'attend pas d'en haut pour nous expliquer comment il faut faire. Et donc l'idée, c'est que c'est comment, citoyennement, on se réapproprie le sujet de l'hôpital public, parce que c'est une vraie affaire politique au sens noble du terme, mais c'est que c'est quand même un sujet qui doit concerner tout le monde, et que ça ne doit pas être uniquement une affaire de spécialistes. De toute façon, ça ne pourra se faire que par la société, parce que nous, le CIH, tous les collectifs seuls, en fait, on a beau râler et dire pas content, ils s'en foutent complètement, quoi. Donc il faut que toute la société saisisse qu'en fait, l'hôpital public est en train d'être dépecé, et ils accuseront à terme les méchants médecins qui partiront dans le libéral. Mais si les méchants médecins partent dans le libéral, c'est que en fait, c'est insupportable de travailler à l'hôpital public actuellement. C'est-à-dire que pour embaucher un médecin, il faut se prostituer. Quand en plus il y a un poste, s'il n'y a jamais un médecin qui traîne, j'ai 4 ou 5 mois de délai de l'attente du directeur. Mais par rapport à ce que tu dis, la concurrence, enfin, le médecin m'appelle, ça serait bien qu'on parle d'autres. Oui, d'autres professionnels. Mais c'est soignant. Non, mais soignant. Mais juste sur un point de dire, mais le médecin, il est mal payé, il travaille dans des conditions déplorables, elles vont partir dans le privé. Mais ça, c'est essentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en particulier la loi de 2009, crée en fait une mise en concurrence déloyale entre le service public hospitalier et le privé. Ça veut dire quoi, concurrence déloyale? Ça veut dire que partir du moment où on va reconnaître en fait que le service public hospitalier, ce n'est pas uniquement l'hôpital public, mais c'est aussi d'autres établissements qui sont privés, mais à qui on va déléguer une mission de service public. Mais le problème, c'est que dans ces autres lieux qui ne sont pas l'hôpital public, en fait, les gens sont rémunérés complètement différemment. C'est ce qu'on appelle, vous savez, du secteur 2, c'est-à-dire qu'en fait, les médecins en particulier vont louer des places à l'hôpital et vont être rémunérés de manière beaucoup plus importante. Et ces endroits-là, ailleurs que l'hôpital public, en fait, ils vont sur le plan médical ne pas faire des choses aussi lourdes sur le plan médical, des opérations de cancer, des trucs très gros, qui ne sont pas faits dans ces hôpitaux privés, même s'ils sont à but non lucratif, d'accord? Et donc du coup... Mais l'accès aux soins est quand même diminué, c'est-à-dire que le médecin qui va travailler là-bas et qui décide d'un prix de consulte, ben, le patient, forcément, aura un prix de consultation qui n'est pas le même que dans l'hôpital public. Oui, et en plus, il y a bien à la charge du public les pathologies les plus lourdes. Donc en fait, c'est de la concurrence déloyale.
Donc c'est ça qui est en plus terrible, quoi. C'est-à-dire que par exemple dans l'enseignement, on peut, même si on est mal payé, même si là, on peut pas, il n'y a pas de possibilité de partir et travailler, heureusement d'ailleurs, dans un lycée privé, enfin c'est très peu, voilà. Tandis que là, il y a vraiment une concurrence déloyale. Enfin, donc c'est pour ça que ça a été voulu aussi, quoi. C'est dans la réforme de 2020. Et la réponse du Ségur, c'est vous n'avez qu'à faire plus de privé à l'hôpital public. C'est ce qu'ils veulent de toute façon. Ils veulent casser. Ils veulent casser l'hôpital public pour que tout devienne privé à but non lucratif ou pas. On voit ce qui se passe à Marseille. Ils ont voulu créer un hôpital privé européen. L'hôpital Saint-Joseph prend des services très lourds de plus en plus et par rapport aux services publics entre la Timone et Saint-Joseph, voilà, c'est tout vu. C'est pareil pour les maternités. Là, je prêche pour ma paroisse. La nouvelle maternité toute neuve à la Timone, ça fait 22 ans que je suis à l'assistance publique, 22 ans que j'en entends parler. Il n'y a pas une première pierre qui a été posée. Par contre, la maternité Saint-Joseph a été refaite de fond en comble, Bouchard aussi, Beauregard aussi. Voilà. Et nous, alors les gens qui ont de l'argent, ils vont accoucher dans ces endroits-là. Les autres viennent chez nous, il n'y a pas de souci. Moi, j'accouche qui vient me voir, il n'y a pas de problème. Mais dans des locaux, honnêtement, franchement, je pense que c'est digne du tiers-monde. C'est la Timone. C'est la Conception. La maternité, il y a à l'hôpital Nord et à la Conception. À l'hôpital Nord, en fait, elle est plus récente. Elle a été faite en 1996. À la Conception, c'était 1982 ou 84. Bon, voilà. Rien n'a été refait, ou presque, depuis, dans les locaux. Et parce que de toute façon, les locaux sont à la charge de l'hôpital. De l'hôpital. Ce qui est scandaleux. Voilà. C'est-à-dire donc ce qu'ils veulent, c'est que l'hôpital public ait de moins en moins de services dans les hôpitaux publics. Et il restera peut-être que les gros services, les chir cardiaques, des neuros, les services de pointe. Voilà, des services de pointe. Et le reste, ça sera transformé en hôpital privé à but non lucratif. Et voilà. Mais la population, comme tu l'as si bien dit, ne pourra peut-être pas aller se faire soigner dans ces endroits-là. Et puis un petit hic, c'est-à-dire qu'il y a des spécialités rentables aussi, et d'autres qui ne sont pas rentables. L'obstétrique n'est pas rentable. La psychiatrie, voilà. La pédiatrie notamment, ne sont absolument pas rentables. Et l'obstétrique non plus. L'obstétrique, c'est la femme enceinte et l'enfant. Si vous voulez, nous, pour un accouchement, pour une patiente, en fait, j'ai 2 patients. Enfin, vous comprenez. Une fois qu'elle a accouché, ils sont 2. 3 ou 3 ou 4. Mais voilà, la plupart du temps, c'est 2. Le bébé ne paye pas les soins qu'on lui fait. En fait, il n'y a qu'une facturation, c'est la maman. Il y a 18 ans, on lui demande à se facturer. Même pas. Même pas. Et même pour des enfants qui naissent très prématurément et qui sont hospitalisés en réa pédiatrique pendant très longtemps, pendant 2 à 3 mois. Donc nous, l'obstétrique, on n'est absolument pas rentable. Parce que déjà, on perd de l'argent, parce qu'on soigne 2 personnes, l'hôpital n'est payé que pour une seule personne. Et un nouveau-né prématuré qui reste 2-3 mois hospitalisé, je peux vous dire que la journée d'hospitalisation, en fait, elle coûte cher pour ce nouveau-né. Et tant mieux, parce qu'on leur sauve la vie, et voilà, on est là aussi pour ça. Donc nous, l'obstétrique, on n'est absolument pas rentable. Voilà, excuse-moi, mais voilà l'hôpital 2021. Rentable, et le prix du journée. Ce que je voulais faire remarquer, juste pour faire remarquer quand même, que là, vous avez affaire à des soignants, vous avez vu comme ils parlent. Non mais je veux dire, c'est pas rien. C'est-à-dire que d'entendre parler des soignants, de chiffres, de rentabilité, de à quoi ils sont contraints, de ce que ça coûte ici et là, ça veut dire à quel point ils ont complètement été endogmatisés et contraints et mis sous pression par rapport à cette logique de coût, de rentabilité. Enfin, c'est quand même stupéfiant. D'abord parce que la seule santé qui est rentable, c'est la médecine préventive. Et ça, il n'y a pas un copain qui est mis sur la médecine préventive. Enfin, je parle dans l'absolu, hein, pas à l'hôpital, mais la seule santé qui est rentable, c'est celle qu'on ne fera pas finalement de médecine. Et puis, par exemple, on arrive à des aberrations, c'est-à-dire qu'on va garder un enfant, enfin, moi je suis pédiatre, donc c'est pour ça que je parle, mais en service de réanimation, là c'est rentable, donc on garde un jour de plus, mais en même temps, enfin, en gros, c'est comme, c'est une journée de réanimation. C'est absolument pas rentable, ça coûte extrêmement cher. Mais la Sécu donne à l'hôpital des sous qui sont regards. On ne se pose pas la question de est-ce qu'il faut garder l'enfant une journée de plus. Même
c'est absurde, c'est-à-dire qu'en fait, la journée rentable est en fait celle qui coûte le plus cher, en fait. C'est bizarre comme concept, quoi. Il y avait des questions. Enfin, oui, enfin, c'était plus une remarque qu'une question par rapport à cette question de rentabilité. Et, par exemple, vous dites, bref, en tout cas, il est dit que la psychiatrie n'est pas rentable, mais justement, là, depuis janvier, il y a une réforme des financements de la psychiatrie qui est passée et qui l'inclut complètement dans ce système de rentabilité de l'hôpital public, finalement qui se rapproche un petit peu du système de T2A, donc de tarification par l'acte. Enfin, au niveau du coup de comment l'argent rentre dans l'hôpital, ce que par exemple par rapport au service de réanimation, que ça coûte très cher, mais du coup l'ARS donne des sous dans l'hôpital. Du coup, la psychiatrie va de plus en plus rentrer dans ce système-là, enfin est maintenant dans ce système-là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, enfin peut-être juste pour détailler un petit peu, mais pas y rester spécialement, jusqu'à maintenant, la psychiatrie avait on va dire un financement global qui permettait de monter des projets, de faire des hospitalisations, du soin ambulatoire, voilà, et qui maintenant va être catégorisé par petite catégorie qui en fait va permettre aux ARS de donner des soins à la psychiatrie en fonction de certaines choses, notamment les files actives, donc le nombre de patients qui sont reçus, la recherche universitaire, telle ou telle spécialité, telle ou telle technique, donc un peu comme la REA aujourd'hui rapporte des sous à l'hôpital, telle ou telle technique de psychiatrie spécifique rapportera des sous au pôle de psychiatrie. Donc finalement, j'allais dire, jusqu'à maintenant, il y avait encore des services qui pouvaient résister dans le sens qui n'étaient pas rentables, donc ils pouvaient un petit peu se décaler de cette question-là pour lutter d'une manière ou d'une autre à l'intérieur même de l'hôpital, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque même les services comme la psychiatrie sont complètement intégrés à ce système-là. Donc ça vient... C'est pas complètement encore. Pas complètement, mais bon, quand même. C'est 85% quand même de dotation globale. Non, mais par contre, le verre dans le fric, je suis tout à fait d'accord. Alors, nous, on lutte justement contre cette T2A, ce qu'on appelle la T2C, je veux dire, avec tarification par compartiment. Je veux dire c'est une aberration totale. Hein, je veux dire, mais il y a encore un petit. Alors, on arrivera, jusqu'à présent, on n'est jamais arrivé à mettre des graines de sable dans cette machine-là qui petit à petit augmente. Mais voilà. Si je peux me permettre, la psychiatrie n'avait pas de T2A, effectivement, mais on n'a pas attendu la T2A pour massacrer la psychiatrie. Parce que je suis capable du contraire, c'est quand même le secteur le plus massacré en fait en termes de services publics hospitaliers. Donc c'est pas uniquement la question du financement à l'activité. Non, c'était juste pour sur l'information. Il y a encore, si on veut lutter un peu, encore une petite marge, parce que je veux dire, jusqu'à présent, les gens ne croyaient pas. Dire que quand on dit ce discours. Maintenant, il commence à toucher du doigt quand on disait mais ça sera un équivalent de la T2A, je veux dire ce qui va arriver en psychiatrie, les compartiments. Mais là où ça marche entre guillemets, c'est que chacun pense. C'est pour ça que moi je suis pour un service public, pas celui actuel, c'est celui qu'on va mettre en place. Parce que je dirais, les gens sont arrivés quand même à vivre de cette concurrence à tout craint, là, je veux dire, et disent qu'eux travaillent beaucoup plus que le voisin. Donc quand on dit effectivement il y aura plus d'activités, vous aurez plus de soignants, ils pensent tous qu'ils sont meilleurs que le voisin, donc ils sont pour. Il y a beaucoup de gens qui sont pour. C'est ça qui est seulement ce que tu disais sur le fait que nous, ça a été intériorisé quoi, par la plupart. Et ça, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des endroits aussi où il y a une inertie telle dans le service public qu'il y a des gens qui disent mais il faut... je veux dire, il y a des caricatures, il y a des armées mexicaines de directeurs, etc., ou de médecins qui foutent rien des fois. Il y a toujours une critique, et les gens s'appuient sur cette critique exacte, mais qui n'est pas du tout un pourcentage, je veux dire, la majorité des gens, pour dire, ben, vous voyez, ça ne peut pas marcher, regardez le privé comme c'est extraordinaire, mais c'est parce que c'est de l'intérieur. Et c'est là où il y a quelque chose vraiment qui est à modifier et dire que non, c'est pas une entreprise, l'hôpital, les termes de la rentabilité. Pour dire comment ça marche le budget, c'est au niveau du ministère de la Santé. Après, c'est les députés qui votent le budget global, c'est ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'est la masse globale qui va être répartie après par les ARS. C'est pour ça qu'elles ont un gros poids, les ARS, mais qui dépendent du ministère de la Santé. Il y a une réunion mensuelle de toutes les ARS au ministère de la Santé. Voilà les consignes.
Oui, mais c'est Bercy. Enfin, ça, c'est ce que je leur avais dit une fois. C'est Bercy ou c'est Gu. On m'avait dit, bon, enfin, on s'en fout. Je veux dire, c'est Bercy qui gouverne. En fait, la vraie perversion de la T2A, c'est initialement, ils ont voulu essayer de rationaliser le prix d'une journée d'hospitalisation. Donc, ils ont dit, telle journée, ça coûte à peu près tant de sous. Donc, on peut penser que ça peut être intelligent comme système, sauf qu'en fait, après, ils ne voulaient pas dépasser un budget. Donc, c'est-à-dire que plus on faisait d'actes, et plus ils baissaient le prix de la journée. Donc après, ça a été un peu une souris où on essayait de toujours faire plus pour avoir en fait le même prix. Donc on a augmenté notre activité de, je sais pas, de 20% avec en fait le même budget. Et en étau, quoi. Ouais, exactement. Et donc ça ne peut qu'imploser en fait comme système. Je crois que le gros problème, c'est les strates administratives. Bon, en France en général, on est bien d'accord, mais dans le service hospitalier, c'est terrible. Il y a le directeur, il y a le sous-directeur adjoint, il y a le sous-directeur adjoint de telle partie, le sous-directeur adjoint de telle partie. Et dans nos services, c'est pareil. On a les soignants, on a les cadres sup, qui dépendent d'une autre cadre sup, qui dépendent d'un chef de pôle, qui dépendent de ci. Et quand tu demandes, je sais pas moi, des travaux pour une chambre. Bon, toi tu es soignant, tu rentres dans la chambre, tu dis il y a un trou dans le mur, il y a les rats qui sortent, il y a les cafards. Bon, moi j'en peux plus, je fais une demande, un GDD, un truc par ordinateur, vous dites il y a une fuite d'eau, s'il vous plaît, est-ce que le plombier peut passer, voilà. Moi en tant que soignante, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas capable de le faire. C'est ma cadre qui le fait. Bon, déjà, alors que c'est moi qui le constate, je pourrais le faire. C'est elle qui le fait. Il faut que ça soit validé par la cadre sup. Il faut que ça soit validé par le chef de pôle. Il faut que... Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Je dis pas qu'ils font rien, tous ces gens-là. Attention, ils sont débordés tout le temps. Mais je pense qu'ils sont débordés de pas ce qu'ils devraient faire, en fait. C'est pas leur vrai job, tout ce qu'ils font. Vraiment, c'est pas leur vrai job. Enfin, moi, ça, au plus ça va, au plus ça me reste en travers, quoi. Qu'on me dise... Ah oui, mais alors attends, parce que le temps que tous ces gens répondent, envoient le bon mail et la bonne réponse, la bonne personne, parce que le plombier c'est lui, mais pas le week-end, et pas le vendredi, et pas voilà. Enfin, il se passe une semaine. Nous, on ferme des chambres à la maternité, on a 10 lits de fermés. Ouais, 10 lits de fermés depuis plus d'1 an ou 2. Parce que n'y a pas eu le bon truc, le plombier vient dire mais moi je ne peux pas le faire, il faut appeler l'autre chef, il faut passer par le toit. Enfin voilà, et ça, toutes ces strates administratives, ça nous tue, ça paie des gens pour pas grand chose la plupart du temps, honnêtement. Enfin là vraiment, quand nous on est sur le terrain, qu'on trame pendant 12 heures et qu'on voit que pour envoyer un mail il faut 2h30, enfin c'est pas possible quoi. Donc non seulement ils font pas le job pour lequel ils sont normalement payés, et quand ils le font ça mène à rien en fait, parce qu'au-dessus il y a trop de monde en fait pour arriver à la bonne personne qui va donner l'autorisation. Et ça tue aussi le système hospitalier, comme ça tue beaucoup d'administrations en France. Je ne sais pas comment on peut faire pour bazarder tout ça et dire bon allez on repart à la base quoi. Celui qui voit il fait, celui qui est sur le terrain il demande les choses, il demande l'argent. Alors moi je suis sage-femme, je fais juste une aparté. Sage-femme c'est une profession médicale, je le rappelle, parce que bon, le gouvernement ne fait pas notre publicité comme il faut. Il nous met avec les infirmières spécialisées. Ça me choque pas, mais c'est pas vraiment mon statut. Je suis profession médicale comme les médecins, comme les dentistes. Pour être sage-femme, il faut faire un bac plus 5. On passe par la première année de médecine et 4 ans dans une étude, dans une école spécifique avec des stages, les week-ends, les nuits, les jours fériés, voilà, pas rémunérés. Donc on est bac plus 5. On est considéré dans le milieu hospitalier comme un bac plus 3, 3,5, 4. D'accord ? On commence à être payé quand on travaille à l'hôpital à 1 700 € brut, net, en faisant des dimanches, des week-ends, des jours fériés. On a été en grève, moi ça fait 22 ans que j'ai mon diplôme. C'est ma 3e grève. Première grève 2001-2002. Ils nous ont rajouté un an d'études, ce qui a servi à rien. Bon, il faut passer par un PACES, c'est encore plus compliqué qu'avant. Deuxième grève, 2013-2014, 1 an et demi de grève pour qu'on soit reconnu pour notre statut médical, notre bac plus 5 et nos compétences. On a eu quoi ? Une augmentation de salaire de 40 € brut.
avec remaniement des grilles salariales qui, du coup, favorisaient les plus jeunes et pas les plus anciens. Donc, je faisais partie. Voilà. Moi, j'ai perdu 2 ans sur ma carrière. Alors, C'est ça, travail. cette année. Voilà, donc c'est sympa. Troisième grève depuis le 26 janvier. On est méprisé. On a été dans la rue, pas grand monde l'a su. On a fait une manif ici le jour de mondial des femmes. On était sur le Vieux-Port. On a essayé de faire passer comme on pouvait nos revendications. On a été reçus 2 fois par Olivier Véran et tous ses sbires. Ils ne nous promettent rien à part une enquête de l'IGAS. C'est-à-dire ça va encore prendre des années. Nous, les sages-femmes, on n'en peut plus. Les filles, elles pensent qu'à un truc, celles qui bossent à l'hôpital, c'est de partir. Alors, dans le libéral sur Marseille, c'est très compliqué parce qu'il y en a déjà beaucoup. Les cliniques privées n'embauchent pas, c'est que des CDD où tu es payé à la garde. Donc, c'est assez précaire quand même. C'est pour ça que moi, je suis à l'hôpital public, mais mes collègues sages-femmes, je me sens un peu comme tous les intermittents du spectacle. Parce que quand tu es payé à la garde et que tu fais 15 à 16 gardes par mois, tu peux pas demander un crédit, tu peux pas acheter une maison, juste tu vas bosser, quoi, c'est tout. Et en plus, dans le privé, elles sont payées au lance-pierre. Elles gagnent, sur un mois, elles gagnent 200 à 300 euros de moins que dans le public et elles travaillent 3 à 4 gardes de plus. On a la responsabilité de 2 personnes, la maman et le bébé. On est responsable de nos actes, donc on va au tribunal en civil et en pénal. Voilà. Et à l'hôpital, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Là, on a fait 400 accouchements de moins à la maternité de la Conception l'année dernière. Je ne sais pas si c'est la faute du Covid ou pas. Ou si les gens ils ont réfléchi qu'ils font moins d'enfants. Je pense qu'avec le monde qu'on a, peut-être ils réfléchissent un peu. Nous, on nous a dit, ah ben si ça continue comme ça, ne croyez pas qu'à la maternité, à la Timone, vous allez être le nombre que vous êtes. Voilà. Donc là, je suis... Enfin, voilà, depuis le début de l'année, moi, je vais bosser. Et on a le Covid à fond, on a le service Covid, au milieu des autres mamans, on a été délaissés pendant 15 jours, au début de l'épidémie l'année dernière. On nous a dit débrouillez-vous, faites comme vous voulez. Alors heureusement, on a dit que les soignants sont dégourdis. Parce que finalement, c'est la meilleure chose qui nous est dit depuis des années. Débrouillez-vous. En 3 jours, on avait un service Covid qui était créé maman-bébé. Mais nous, c'est nous. Hein. On a nettoyé les murs, on a nettoyé les pharmacies, on a monté les lits qui étaient cassés. Voilà quoi. Ils nous ont donné masque. Il est sur blouse. C'est tout ce qu'ils ont. Donc il faut bouger quoi. Il faut bouger. Parce que c'est plus possible. Moi je voulais savoir si les cadres dont vous parlez, et même les directrices ou directeurs d'hôpital sont aussi des soignants ou des médecins ou... Les cadres sont des soignants. Les cadres de santé. Oui. Et les sages-femmes aussi, les sages-femmes cadres, coordinatrices. En fait, dans les services, il y a des cadres des services. Donc là, généralement, c'est des cadres qui sont des anciens soignants qui ont fait de plus. Enfin, formation. Voilà. Et après, tout le reste, c'est pas des soignants. Que des administratifs. Mais quand même, il y a une évolution, parce qu'avant, il y avait infirmier, surveillant, mais le surveillant, c'était un ancien infirmier qui, par ancienneté, etc., avait une compétence, donc il était infirmier. Après, c'est passé cadre de soins infirmier, cadre de santé infirmier, c'était un infirmier et après, c'est cadre de santé, donc ça peut être un laborantin, une laborantine qui a fait le concours de cadre, qui est cadre, et qui n'a plus le cœur du métier auquel il donne des consignes. La plupart du temps, c'est des infirmiers. Oui. Mais bien sûr, au début. Non, après, généralement, en pédiatrie, par exemple, ça doit être des plus anciennes puéricultrices. En maternité, c'est que des sages-femmes. Mais c'est pas grave. En psychiatrie, c'est-à-dire, nous, il y a des cas qui sont laborantins. C'est pas vraiment eux le problème. Le problème, c'est vraiment tout ce qui est administration. Et l'administration est complètement déconnectée du soin et ils ne comprennent pas de quoi on leur parle. Et moi, l'ancienne chef de service que j'étais avait vraiment le truc exact. C'est-à-dire que, en fait, l'image, c'est on a 2 canoës avec des rameurs, enfin une course d'Aveyron. Puis il y a forcément, il y a 10 rameurs de chaque côté, un juste qui dirige, puis il y en a un qui perd. Forcément, parce que c'est une course, il y en a un qui perd. Donc forcément, le canoë qui perd, on enlève un rameur et on met quelqu'un pour regarder quel est le problème. Mais actuellement, à l'hôpital, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a mis
la moitié pour regarder simplement les autres qui sont en train de travailler, et on se dit mais c'est pas très efficace. Non, mais je pense aussi qu'il faut mettre aussi en avant la dimension. Il y a des départements financiers dans les hôpitaux, et en fait, il y a une disjonction énorme entre l'activité du soin et le département financier, qui en fait, c'est lui qui pilote l'activité sans se préoccuper. Et moi, j'avais discuté avec, il y a un cœur qui s'appelle le PMSI. En fait, c'est tout le service d'informatisation de tous les actes médicaux et tout le reste. Et donc, en fait, ils sont au cœur en fait, du codage, en même temps, et du département financier. Et en fait, les gens m'expliquaient que c'est une aberration totale, parce qu'en fait, c'est gouverné par, finalement, l'hôpital est gouverné par un département financier qui est complètement déconnecté, en fait, de l'activité du soin. Et donc, c'est ça qui crée, en fait, effectivement, au-delà du millefeuille administratif, il y a aussi cette déconnexion entre financier, effectivement, direction et les travailleurs du soin, que ce soit l'ensemble des travailleurs du soin. Mais c'est la question, hein, justement, sur puisque avant, c'était les médecins directeurs. Alors, le fait que ce soit un médecin, c'est jamais une garantie. C'est le non, statut. pas forcément garantie. Mais bien sûr, c'est pas forcément mieux, mais c'est... Mais je veux dire, quand même, en tous les cas, c'est pour ça qu'il faut trouver un mécanisme où qu'il puisse y avoir après, je veux dire, le pôle santé qui puisse donner quand même une inflexion aux soins. Parce que le fait que ce soit... Parce que le statut ne fait pas la fonction. C'est-à-dire, un directeur, s'il a une idée gestionnaire, il fera la même gestion que l'administratif. Mais en tous les cas, il y a un message à renvoyer. Et c'était une question qu'a eu à gérer le CIH, parce que dans le Ségur, qui était la manifestation, le cadeau qui nous avait été fait pour rechanger un petit peu les choses, soi-disant, mais la gouvernance hospitalière, c'est de comment gérer l'hôpital, ça... Qui décide, aucune réflexion. Une réflexion, c'était est-ce qu'on met un médecin directeur ou un soignant directeur? Après, vous pouvez trouver, enfin, en tous les cas, l'idée. Je veux dire, est-ce que c'est une garantie? Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Donc, là, il y a une vraie réflexion. Ouais, la majorité ne veulent pas. Là, je pense que l'idée de mettre un médecin à la direction de l'hôpital, à mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que si c'est pour revenir à l'ancien système de mandarinat, on n'en veut pas non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu parles de la question de la gouvernance, c'est une question démocratique au sein de l'hôpital aussi. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut mettre quelqu'un comme directeur, il y a plein de contre-pouvoirs, parce qu'après, c'est des pouvoirs et contre-pouvoirs, il n'y a que ça qui peut marcher, sinon on n'y arrivera jamais. Mais en tout cas, c'est un message. Je veux dire, parce que là, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ce qu'il voulait, c'était une entreprise, un directeur, qui a des directions, direction générale, direction financière, direction aussi, et un directeur médical. Mais comme ce n'est pas passé, ils ont maintenu le président de CME, c'était ça, à un moment donné, qu'ils voulaient mettre. Oui. Après, en sachant que le directeur, en gros, son but, c'est de monter dans l'échelle de l'ARS. C'est ça. Et donc, de ne pas déplaire aux ARS. Ah, mais bien sûr, oui. C'est-à-dire que tout directeur veut monter toujours, comme dans tout petit directeur d'hôpital périph', puis directeur de la PHM, puis directeur, puis monter dans les strates de moi, ce que je trouve important, c'est la question aussi de la démocratie, parce que vous voyez, quand on parle là, finalement, on parle de soignants, de questions de la direction, la finance ici et là, mais finalement, la question du patient, je sais que ça va vous déplaire, mais on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'elle est où la parole du patient dans cette affaire? Elle est où la prise en considération de ce que le patient a à dire? Elle est où la démocratie sanitaire? C'est la raison aussi pour laquelle ces ateliers existent. Enfin, je ne dis pas que ça ne vous importe pas, mais il n'empêche que ce qui se passe, et moi qui ne suis pas soignante, mais qui suis justement essaye de faire des interfaces. Je me rends compte à quel point, quand les soignants parlent, bien qu'ils aient toujours à la bouche le patient, l'usager, tout ça, en fait, il n'est pas pris en considération, parce qu'il y a de toute façon on peut pas être bien traitant quand on est maltraité. Oui, mais je pense aussi qu'il y a bien sûr, ça c'est vrai, mais il y a aussi une manière dans la création, dans le rapport entre patient et soignant qui est asymétrique de fait. Voilà. Et ça, il n'empêche que ça se travaille, ça se réfléchit. Bon, il y a eu beaucoup d'avancées, hein, bon, mais on pourra en reparler, mais il n'empêche que ça subsiste quand même et que malgré tout, ce que les patients peuvent avoir à dire, ce qu'ils peuvent avoir à exprimer ici et là, c'est très peu entendu. Et d'ailleurs, c'est très peu organisé. C'est vrai aussi que c'est pour ça que ça pose des questions de démocratie importantes, en fait. Par exemple, sur le budget de la psychiatrie, ce qui pourrait être étendu après, mais nous, la proposition que le syndicat qui appartient fait, c'est par capitation, c'est-à-dire par nombre de personnes dans une ère géodémographique, puisque c'est le secteur en psychiatrie, une équipe pluridisciplinaire pour 70 000, 80 000 habitants,
selon les habitants, on donne une somme, et après, on connaît comme pour les ZEP, en éducation nationale, je veux dire, il y a des zones qui nécessitent plus, peut-être de sous, enfin, un investissement, quelque chose de planifié, et une fois par an, après, il y a, je veux dire, la population on organise effectivement au niveau du secteur, c'est-à-dire au niveau après de l'aire géographique adéquate, que la population dise sa satisfaction ou non. C'est un regard, je veux dire, pour dire si effectivement il y a les CMP ont donné satisfaction ou non, etc. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des contre-pouvoirs. Alors bien sûr, c'est pas majoritaire. Je suis assez d'accord. Et c'est comme ça, justement, il faut que les gens s'approprient cette question-là. La place du patient, c'est surtout la place de la société dans la discussion de l'hôpital. Parce que c'est pas la place du patient. Oui. Moi, avec mes patients, je leur laisse. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est qu'est-ce que veut la société sur l'hôpital public. C'est ça. Si on décide qu'il n'y a plus d'hôpital public, on nous dit on arrête de se casser. Non, mais même, c'est quel hôpital public on veut, parce que c'est pas la limite, c'est pas ou blanc ou noir. Oui, quel hôpital mais déjà là, on n'en veut plus. Tu vois ce que je veux dire? Là, je pense que la décision de l'État, c'est on n'en veut plus. Oui, ça c'est sûr. Oui. Voilà, c'est-à-dire que, premièrement, est-ce que la société est au courant de ce plan? Je ne pense pas. Deuxièmement, est-ce que la société le veut? Je ne pense pas non plus. Après, on peut aussi, une fois qu'on a dit on veut un hôpital public, il faut le repenser aussi, je suis d'accord. Mais la première question, c'est est-ce qu'on garde l'hôpital public? Et je pense qu'on en est là, en fait. C'est plus. Oui, tu as raison, c'est-à-dire qu'en fait, la société ne s'en rend pas forcément compte. Je pense que la société n'est absolument pas au courant du plan. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a des convergences de lutte avec les collectifs, l'association patients et justement les soignants militants? Parce que tout ce qui est ETP, ça appelle à ça aussi. Vous parliez de relations dissymétriques dans la relation patient-soignant, et c'est vraiment quelque chose qui doit s'arrêter aussi. En fait, on parle de reprendre aussi, de repenser la place de l'usager, du patient. Pour moi, c'est comme l'histoire de l'école. Le patient, l'usager doit être au centre de tout ce qu'on fait. Et il n'y a pas d'investissement, je pense, de la part des pouvoirs publics là-dedans, en fait, des ARS ou autres, dans un temps et un espace-temps de l'écoute du patient, de l'éducation thérapeutique patient. Et est-ce que les médecins aussi, les soignants de manière générale, se positionnent? Est-ce que tous sont d'accord avec ce nouveau mode d'éducation en fait envers le patient? Et voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une convergence des luttes à mettre en place aussi, patients et soignants les uns avec les autres? Là, ce que je peux dire, c'est pas juste, après je laisse la parole en tant que soignant, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a créé ces ateliers-là. Parce que d'ailleurs, tu as raison, c'est même pas une question de patient, pas patient, c'est une question de société, de citoyenneté. Et c'est-à-dire on est tous potentiellement patients en fait. Et même si je ne le suis pas maintenant, potentiellement. Et que c'est vrai que moi, en étant souvent en lien avec des soignants, moi je me rends compte, même si certains ça leur fait pas plaisir, qu'effectivement ils ont une vision du patient, une vision de leur statut qui est, et c'est normal, je pense qu'on est tous, et de par leur formation, leur manière de faire leur métier et tout ça, qui occulte en fait l'échange et la parole et l'écoute de ce que d'autres personnes pourraient avoir à dire, que ce soit la question, même qu'on puisse avoir une approche critique, mais des patients experts, y compris la place parce que ça existe, des représentants d'usagers dans l'hôpital public, mais il faut voir ce que ça veut dire aujourd'hui que d'être représentant, ça veut dire que c'est la même chose, c'est coopté par l'ARS, donc ça ne veut plus rien dire. Donc d'où effectivement il faut qu'on arrive, c'est pour ça que c'est un enjeu de société, comment arriver à créer des lieux comme celui-ci, mais comme d'autres, dans ce qu'on va faire dans l'atelier, à faire émerger effectivement ce débat du bas, et qu'est-ce qu'on veut, quoi. Moi, le seul truc, c'est les associations de patients, ça représente quand même c'est une photographie à un instant donné, c'est-à-dire que l'association de patients, on est tous quand même amenés à être le patient, voilà, c'est ça. Et les associations de patients, c'est une vision un peu déformée je pense, de la façon d'être à l'hôpital. C'est saucissonné en pathologie aussi. Donc, oui, c'est saucissonné. Il y a les associations de pédiatrie où il y a les parents qui sont très... voilà, après, je pense qu'ils ont une vision un peu différente parce qu'ils sont usagers chroniques, entre guillemets, des hôpitaux. C'est pour ça que tout ça a été à refonder. Mais par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Les grandes avancées qui ont été faites en termes
de droits des patients et de démocratie sanitaire, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est lié en fait à une autre pandémie qui est celle de la pandémie du VIH, où en fait, qu'on le veuille ou non, il n'empêche que c'est la communauté homosexuelle qui s'est mobilisée parce que discriminée, parce que laissée traitée n'importe comment à l'hôpital, et c'est là, et qui se sont mobilisés pour dire il est hors de question qu'on soit traité comme ça, et c'est eux qui sont montés au front, et qui en fait, par la suite, ont permis des avancées significatives. Donc, on est confronté à ça, c'est-à-dire que, effectivement, moi je suis d'accord, l'association de patients, maladie chronique et tout, ça va pas très loin, enfin pas très loin, parce que ça reste enfermé dans une pathologie. Il faut vraiment mais en même aussi temps, s'appuyer sur la société. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce qu'on invente? Est-ce que la société lambda, éparpillée partout, peut apporter? Donc comment on crée un rapport de force? C'est ça aussi la question. C'est compliqué en fait. C'est surtout, enfin, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser la société, c'est surtout ça. Quoi. Oui, parfaitement. Oui, parfaitement. Non, c'est juste que je me pose la question de cette histoire de mettre les patients au centre et tout ça. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup en fait, de plus en plus, cette tendance justement du patient expert, l'éducation thérapeutique, de la pérédance et tout ça. Enfin, en tout cas, c'est un truc qui est quand même beaucoup mis en avant, et notamment aussi mis en avant par les politiques de santé actuelles. Et en fait, je me dis que, je sais pas, mais je me pose la question en tout cas de comment c'est utilisé aujourd'hui par les politiques pour aussi faire une espèce de sous-traitance des patients eux-mêmes pour faire fonctionner, ou du moins pas fonctionner, le système de santé publique, parce qu'en fait, on va remettre l'expertise sur les personnes eux-mêmes, et puis il y a cette tendance aussi ultra-individualiste qui se conjugue à ce truc-là. Du coup, moi, je suis complètement pour, mais je trouve que c'est une question qui est vraiment pas simple, et quand on en parle, souvent, ça donne des positions un peu radicales. Quand tu te poses la question de est-ce que c'est une bonne solution, tout de suite c'est comment ça, ce serait pas une bonne solution, c'est quand même les patients qui sont concernés, qui devraient tout ça. Oui, bien sûr, je suis pour, et potentiellement je suis patiente aussi, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est mis en avant et utilisé vraiment par les gouvernements actuels d'une manière complètement pervertie, et du coup je trouve que c'est vraiment important de s'y... Donc ça crée des crispations, ça c'est bien aussi. Et c'est vraiment important de s'y pencher, de créer des espaces de discussion autour de ça, parce que c'est pas si simple que ça en fait. Ça remet la responsabilité sur le patient uniquement aussi, c'est une question éthique et morale qu'il faut poser, je pense. C'est un peu ce qui se passe là. On nous dit si vous ne respectez pas les gestes barrières, si vous ne mettez pas les masques, si votre mamie elle meurt du Covid, c'est un peu votre faute aussi. C'est un peu ça aussi. Mais par contre, vous pouvez aller vous entasser dans les transports en commun, pas de problème. Pas de problème. Voilà. C'est aussi ça. Complètement. Tu es patient, tu es un potentiel patient, et selon ce que tu fais, toi tu vas être patient peut-être pas bien, mais quelqu'un que tu connais va être patient, et donc voilà, c'est l'ambiguïté de la chose. Comment on responsabilise les gens sans les accuser, ou c'est très compliqué. Voilà, on shift en fait de responsabilité à démocratie. On voit bien quand même qu'il y a un ça. problème. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Juste, je voulais faire un point technique par rapport à ça, parce qu'en plus, on voit ça un peu exporté dans plein de domaines, où c'est de plus en plus les associations qui s'occupent de choses que normalement c'est l'État qui doit les faire, ou en tout cas qu'on croit que l'État va apporter, enfin voilà, que c'est eux qui doivent se charger de ça. Toute la problématique des réfugiés et tout ça, c'est quasiment que des associations qui travaillent, alors que... Et bon, c'est des associations, c'est des groupes, mais c'est quand même une volonté individuelle de vouloir que ça soit pas comme ça, alors qu'il faudrait que ça vienne, que ça soit une volonté politique réelle. Que je cherche ça m'a fait penser à ça. Je me dis que peut-être que c'est un truc hyper général de plus en plus. Et vous, en fait, parce que finalement, on peut avoir... Finalement, ici, quand qu'est-ce que vous faites vous discutez, c'est quoi vos revendications dans le théâtre? On a une liste de revendications dont certaines sont communes à toutes les occupations sur le territoire, qui sont ce refus de la réforme de l'assurance chômage, qui sont sur des questions de financer les lieux, les tiers-lieux pour permettre une reprise de l'activité, la prise en charge aussi des questions des étudiants, du RSA, de tous ceux qui sont un peu mis sur le carreau, mais ça rejoint aussi beaucoup la question de l'intermittence du travail, c'est-à-dire que tous les contrats
saisonniers, intérimaires, dans l'hôtellerie et tout ça, qui sont absolument pas protégés, enfin, pour lesquels le système n'est pas pensé, en fait, comme s'il n'existait pas. Donc ça, c'est un peu la liste de revendications, on va dire, dans cet effort de recherche de convergence des luttes. Et après, ce lieu, je sais pas, je crois qu'il sert à créer ces moments-là, en fait, à se réemparer de ces débats de fond, à se désisoler, dans l'espoir que la mise en commun des savoirs, la mise en commun des frustrations et des questions à plein d'endroits différents nous permettent, comme vous essayez de le faire avec les ateliers, de peut-être dans 2-3 mois de ressortir avec des propositions. Nous, on a aussi des ateliers sur les politiques culturelles, puisque c'est un peu de ça dont c'est parti, mais voilà, ça s'élargit, quoi. Après, c'est un peu, je sais pas, une petite utopie de comment se réemparer de... Pour moi, c'est en tout cas à mon endroit, c'est ça, c'est comment se réemparer de nos outils de citoyens pour faire corps et mener un réel rapport de force avec un gouvernement avec lequel on n'a aucun contact réel, quoi. Voilà, je sais pas si c'est ce que vous... Et aussi, on est quand même sur un lieu de production culturelle, donc c'est comment aussi penser se réapproprier des moyens de production. En fait, dans quel système baigne ce moyen de production, comment il est construit, comment il est pensé, à travers quelle idéologie, à travers quel choix politique, comment nous, en fait, on peut se réapproprier ces moyens-là, ces constructions qui nous précèdent, ces constructions sociales, politiques, qui sont des choix, et comment à travers ça, on peut se politiser, apprendre ensemble, créer une intelligence collective, et en fait, repartir sur une base collective d'engendrer un rapport de force grâce à des moyens qu'on se met tous et toutes ensemble à disposition à travers des ateliers, à travers repenser les communs, ici notamment avec une autogestion, avec une... oui, c'est ça, c'est repenser les communs, essayer de trouver, en plus avec une année qui vient de passer où on a tous été soumis au diktat de la solitude, notamment à cause du confinement et toutes ces choses-là. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde d'ici d'avoir une agora, de pouvoir s'emparer de sujets de fond et de pouvoir mettre au clair toutes et tous la pratique qu'on fait de notre monde et que ça soit engageant, quoi. Que ça devienne quelque chose d'engageant et pas soumis, et qu'on devienne d'être acteur un peu de ce qui se passe, quoi. Les communs, c'est vaste et c'est plus une police. Enfin, c'est la pratique de la vie en général. C'est comment. Non, mais moi, je travaille dessus. Ah oui, d'accord. Ah, pardon. Oui. D'où aussi le truc des ateliers, c'est comme des liens, donc c'est intéressant de voir tous ces liens. Oui, pour moi, je pense que à travers de ces ateliers-là, c'est en fait des nouveaux mots qui sont posés sur des choses que l'on connaît, qu'on a la sensation de connaître. Et grâce à ces nouveaux mots, ces nouveaux outils, ça nous permet d'avoir un nouveau prisme, un nouveau regard sur la société et le monde, qui nous permet aussi de générer comme des nouvelles connexions, des nouveaux arbres de pensée, que ce soit seul ou ensemble. Mais... Je ne pense pas que la santé... il y aura un avant et un après, ça c'est clair. Ah oui, ça c'est clair. À l'hôpital, ça va exploser, je pense, à la fin de la crise Covid, ça explosera très fort, je pense. Donc c'est à ce moment-là, je pense qu'il faudra essayer vraiment de se regrouper. Je veux dire que les soignants vont être très très en colère. Ok, et ils attendent parce qu'ils savent... Parce que là, on est tous d'abord on est tous mobilisés. Nous, pour le coup, moi en pédiatrie et sage-femme, c'est pareil, on est moins sur le Covid, mais tous les autres services, un petit peu, oui, moi aussi, mais pas comme les autres services, on n'est pas aussi mobilisés, c'était une année beaucoup plus... Voilà. Mais les autres services sont extrêmement mobilisés, c'est sans arrêt des réorganisations. Alors nous aussi, par contre, ça c'est sans arrêt des réorganisations, mais on n'est pas dans le soin comme peuvent l'être vraiment la tête dans le guidon. Mais je pense que quand ce sera fini, ça va, ce matin sur France Inter, on entendait 10 000 infirmières qui ont démissionné depuis l'année dernière. C'est la journée mondiale de la santé. Oui, tout à fait. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Je pense que les soignants sont très très en colère. Le Ségur, ça a été une non-réponse absolue. Une mascarade avec aucune réponse et même des aberrations. C'est-à-dire que par exemple, nous, on a perdu 6 ans d'ancienneté, donc on arrive à ce que des médecins plus jeunes soient bien mieux payés que nous, leur font prime. Bon, c'est anecdotique, mais c'est quand même très énervant.
ça cristallise. Enfin, on a fait des recours au tribunal administratif et je pense que les praticiens hospitaliers sont très en colère et ça va péter, je pense. Si je peux préciser quelque chose quand même, il y a quand même des choses très très graves qui sont en train de se passer, c'est-à-dire que là on entend la colère des soignants, mais ce qu'on n'entend pas, c'est les gens qui sont diagnostiqués tardivement de maladies très graves, qui ne sont pas hospitalisés. Enfin, c'est une bombe atomique, hein, je veux dire, en termes de santé publique, donc c'est dramatique. Et donc, franchement, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. On aura plein de choses à se dire au prochain atelier comme ça. Donc, je conclue parce qu'il est 17h et que du coup, là, on enchaîne sur une assemblée générale. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus. On était en atelier sur la refondation de l'hôpital public. Et on en refera pour que vous veniez. Parce que finalement, nous, on est sur Signal. Merci beaucoup. Moi, je suis sur Signal.